Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans des écrits assez fascinants. Des extraits d'un journal personnel tenu par un résident de Nyon, en Suisse. Ça date de fin juin 2025. Hmm. Et ça nous donne une vue imprenable sur la vie quotidienne dans le quartier de la Rive. On va parcourir ensemble ces notes des 20 et 21 juin, et puis aussi ce qu'il appelle le jour d'après. Le jour d'après la fête de la musique, j'imagine. Exactement. L'objectif ici, c'est vraiment d'extraire l'essence de ce journal. C'est une immersion, hein. On va parler bruit, vie de quartier, les interactions sociales. Les tensions aussi? Oui, les tensions, les événements comme cette fête de la musique, et puis des réflexions plus personnelles, parfois avec une pointe de cynisme, on peut dire. Alors, on y va? Ah oui, avec plaisir. Ce qui est intéressant avec ce genre de source, c'est justement cette perspective très locale, presque intime, mais ça touche à des sujets universels. C'est ça. La cohabitation en ville, la gestion du bruit, le fameux vivre ensemble, le regard d'un habitant sur son environnement, ses voisins, et même sur les autorités locales. Tout ça est là, en fait. Ces notes, elles capturent vraiment bien les défis de la vie urbaine. Et ça commence fort, hein, dès la première nuit qu'il décrit, celle du samedi 21 juin. Mhm. Entre minuit et 2h30 du matin, apparemment, c'était électrique. Il parle de clients qui sortent d'un pub en hurlant, un vrai chaos, même avec la sécurité qui était là. Ah oui. Oui, il suspecte même une visite du Nyon Rugby Club, et il note, avec un peu d'ironie, je pense, que le besoin de fumer dehors était particulièrement vigoureux. Vigoureux, c'est bien dit. Ce genre de scène, c'est presque un cliché, non? La sortie des bars, l'alcool qui aide un peu. Ça cristallise souvent les conflits de voisinage. Tout à fait. Et lui, il ne fait pas qu'écouter, il regarde depuis sa fenêtre. À un moment, il y a un serveur qui lui fait un signe avec une lampe torche. Ah bon? Et il réagit comment? De manière assez directe. Doigt d'honneur et l'insulte fuckface. Voilà. D'accord, ambiance. Oui, ambiance. Il trouve même que la lampe est aussi puissante que celle de la PRN, la police locale. Et il remarque aussi un nouveau vigile, qui lui paraît désorienté. Il le compare à une figure locale connue, le monsieur du Rive Jazzy, avec son vélo plein de lumière. Très local, ça encore. C'est fou ce niveau de détail. Et ce regard critique, il s'applique aussi aux employés du pub, j'imagine. Exactement. Il y a cette phrase assez savoureuse où il écrit qu'ils font du bon travail avec beaucoup d'empathie. Ah oui! Avant de balancer, est-ce qu'on essaye ici de prendre quelqu'un pour un imbécile? Ah voilà, le sarcasme pointe le bout de son nez. Complètement. Ça montre bien cette fracture, hein, entre l'activité commerciale nocturne, qui doit bien tourner, et puis la tranquillité que les résidents attendent. C'est une tension classique, on la retrouve partout, dans les grandes villes comme dans les plus petites. D'ailleurs, les autorités finissent par se montrer. La police passe une première fois, après 2h du matin. Puis une deuxième fois, à 3 agents cette fois. L'auteur prend soin de les remercier au nom des habitants. Un petit geste de reconnaissance. Oui, mais ça ne calme pas Pou tout de suite. Même après leur passage, il entend des bruits de fûts qu'on déplace. Une opération difficile, écrit-il. Et il ajoute, toujours avec cette ironie, que ça n'aurait certainement pas pu être fait le matin. Ce détail des fûts, c'est typique des petits trucs qui s'ajoutent, non? Exactement. C'est ce genre de bruit un peu hors norme, hors horaire, qui marque les esprits et qui alimente ce sentiment de ne pas être respecté, en fait. Ce n'est plus seulement le bruit de la fête, c'est aussi le bruit de l'activité elle-même qui déborde. La veille, le vendredi, c'était plus calme au niveau sonore, mais les observations étaient tout aussi acérées. Ah oui, racontez. Il voit DJ Rayvax, qu'il identifie comme membre de la dynastie Margera, une famille locale apparemment, en train de boire une bière en terrasse. D'accord. Et le plus drôle, c'est que dès que le DJ l'aperçoit à sa fenêtre, hop, il rentre vite fait dans le pub. Comme s'il était, Pris en flagrant délit. voilà, de détente ou je ne sais quoi. Et puis il y a cette histoire d'un restaurateur qui achète une nouvelle plante. L'auteur se demande s'il n'y a pas une sorte de jalousie par rapport aux autres terrasses déjà fleuries. Des micro-drames, une vraie comédie humaine locale. Ces petites remarques, ça montre une attention aux détails assez incroyable et peut-être une tendance à interpréter les choses de manière un peu systématiquement négative. Mais ça prouve surtout à quel point il est un observateur de son petit monde. Chaque détail peut avoir un sens pour lui. On en arrive à la fête de la musique elle-même. L'auteur raconte quand il rentre chez lui pendant l'événement. Il tombe sur un concert de reprise pas très réussi, dit-il, juste devant sa porte. Suivi par une prestation de ce fameux DJ Rivax, et là, son jugement est assez sévère. Il écrit même « performance prévisible », il écrit même « l'intelligence artificielle ferait tout aussi bien ». Intéressant ce parallèle avec l'IA.
Comme si pour lui, la musique humaine, là, manquait d'originalité. C'est ça. Mais malgré cette critique, il note quand même l'ambiance générale. Il écrit « ça crie, ça danse, ça vit ». Il y a une reconnaissance malgré tout de l'effervescence de la vie. Une ambivalence, en somme. Oui. Et plus tard, vers 1 h du matin, il entend un bref épisode de boum 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 à l'intérieur de son immeuble, avant de pouvoir enfin dormir vers 1 h 20. C'est exactement ça, cette dualité. Il l'exprime très bien d'ailleurs. D'un côté, il dit qu'il s'intéresse à toutes les musiques, il comprend que le peuple doit aussi pouvoir s'amuser, il reconnaît ce besoin collectif de fait. Mais de l'autre côté, il insiste. Il faut un minimum de respect envers les autres, il y a des limites. C'est vraiment le cœur du problème. Où est-ce qu'on met le curseur entre la fête pour tous et la tranquillité de chacun, surtout dans un espace public qu'on partage tous? Oui, c'est la question éternaire. Et son observation sur le nettoyage de lendemain, elle est très parlante aussi. Je cite, On pouvait une fois de plus voir à qui appartient le quartier et quelle partie chacun considère comme la sienne quand il s'agit de nettoyer. Ça suggère une sorte de responsabilité à géométrie variable ou une appropriation de l'espace assez sélective. Le journal est aussi plein de petites scènes du quotidien, souvent prises sur le vif pendant ses promenades. Il explique qu'il marche beaucoup, c'est son cardiologue qui lui a conseillé après une opération du cœur. Ah d'accord. Du coup, ces marches, c'est l'occasion d'observer. Par exemple, il repère quelqu'un qui a une autorisation spéciale pour se garer. Il le décrit comme le responsable actuel des finances du quartier, un ancien du Crédit Suisse. Un notable donc. Voilà, qui dit très rarement bonjour et qui, ironiquement, n'aurait apparemment pas les moyens de s'offrir un macaron de stationnement résident. Ah oui, l'ironie est là. Et il conclut par un grand merci à mes sponsors. C'est cinglant. Ça donne une image assez précise de sa vision de certaines élites locales, non? Clairement. C'est une observation qui pointe ce qui est perçu comme un privilège, un passe-droit. Et ça contraste avec l'image de sérieux financier ou le comportement jugé distant. Le sarcasme final, ça renforce vraiment la critique. Et dans la même veine, il voit une connaissance aller vers le restaurant Terrénal. Et il suppose immédiatement qu'il va probablement réserver une table pour pouvoir déguster gratuitement un menu d'un restaurant primé au Gold Millau. Encore cette suspicion de petits arrangements, de copinage peut-être. On sent un regard assez désabusé sur les relations sociales et les possibles jeux d'influence au niveau local. Mais attention, il n'y a pas que des critiques. Il raconte aussi des rencontres. Une discussion avec une voisine originaire du Nicaragua. Son histoire est assez touchante. Elle a essayé d'aller aux États-Unis, ça n'a pas marché. Elle est arrivée en Suisse et elle loue un petit 1,5 pièce pour 1500 francs dans ce même quartier de la Rive. 1500 francs pour un 1,5 pièces, waouh. Ça ancre bien la réalité du coût de la vie là-bas. Oui. Et l'auteur précise qu'elle ne fait pas partie des habitants qui ouvrent la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'après vous? C'est une remarque assez forte, oui. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Peut-être une forme de discrétion, une barrière de langue ou de culture, peut-être une crainte de s'exprimer, ou simplement que tout le monde ne vit pas le quartier de la même façon, avec le même sentiment d'avoir voix au chapitre. Hmm. Le loyer mentionné, ça montre aussi concrètement cette pression immobilière. Et ça met en lumière ces parcours migratoires complexes qui amènent des gens de très loin jusqu'à une ville comme Nyon. D'ailleurs, il mentionne aussi avoir aidé quelqu'un à trouver le chemin du centre d'accueil FRAM. C'est une structure locale pour les migrants, c'est ça? C'est exact. Le FRAM, c'est un centre pour les requérants d'asile. Ce petit détail, ça montre aussi une autre facette de l'auteur, peut-être plus solidaire ou juste serviable, au-delà de son regard souvent critique. Plus loin dans ses notes, au détour d'une promenade, il exprime une sorte de lassitude. Il cite un philosophe allemand qui était optimiste juste pour contredire ses parents, pessimistes, dont les prévisions finissaient toujours par se réaliser. Ah oui, je vois le genre. Et l'auteur semble s'identifier un peu à ce pessimisme malgré lui. Il conclut « La chose la plus belle qui puisse m'arriver serait de me tromper ». C'est assez mélancolique, non? C'est une phrase clé, je trouve. Elle révèle cette tension entre ceux qui l'observent et jugent négativement et un désir profond que les choses aillent mieux, en fait. Que sa vision un peu sombre soit fausse. Toutes ces petites scènes, elles dessinent un portrait social du quartier plein de contrastes. Les privilèges supposés, le coût de la vie, les parcours migratoires, les différentes façons d'habiter. Le ton est souvent critique, parfois, oui, désabusé, mais toujours très attentif, très impliqué. Et cette implication, on la retrouve le fameux jour d'après la fête de la musique.
Le journal décrit l'équipe de nettoyage de l'entreprise Zeca. Il précise qu'elle est portugaise, qui est déjà au travail le matin. Efficace. Leur camion se remplit de sacs, ils notent le bruit du verre et des canettes. Un employé lui dit même que la consommation d'alcool a dû être incroyable. Et l'auteur confirme, en tant que témoin régulier. Il note aussi l'absence d'écoterie, l'entreprise qui gère le tri sélectif normalement. Oui, c'est ça. Zeca pour le nettoyage général, écoterie pour le tri. Son absence, ça pourrait suggérer que le tri passe un peu à la trappe après une grosse fête, ou juste un souci logistique ce jour-là, qui sait. Mais dans le contexte de ses écrits, ça peut renforcer l'idée d'une gestion des déchets un peu expéditive. La scène du nettoyage après la fête, c'est classique, mais ça renvoie toujours à cette question de la responsabilité collective, quoi. Et les observations matinales continuent. Une voisine découvre quelque chose près d'un robinet extérieur. Ça provoque une réaction très vive de son compagnon, avec des cris. Un petit drame de voisinage. Voilà. Une autre voisine aère simplement son appartement. Et puis, il y a cette trouvaille assez surprenante. Il trouve une carte de crédit par terre. Ah! Et il en fait quoi? Alors, il dit qu'il la garde comme souvenir bien rangé. Mais il insiste. Il ne l'utilisera jamais. C'est une question de principe. C'est quand même particulier comme façon de faire. Garder la carte en souvenir, c'est un peu ambigu. Mais affirmer qu'il ne s'en servira pas, ça montre une ligne éthique personnelle assez claire. Il se positionne comme quelqu'un d'intègre même face à la négligence des autres. Et il continue sur cette lancée, sur ses propres principes. Il est fumeur, il l'admet. Mais il affirme utiliser systématiquement les poubelles ou les cendriers publics en disant qu'il y en a partout. Il reconnaît qu'il vaudrait mieux arrêter de fumer. Il cite même son cardiologue, pour qui la nicotine est pire que l'héroïne. C'est fort. Ah oui, quand même! Et pourtant, il laisse entendre que fumer, pour lui, c'est presque thérapeutique, face au bruit, au chaos festif ambiant. Ce paradoxe est intéressant. Très intéressant, oui. Il y a une lucidité sur les risques pour sa santé, c'est clair, mais en même temps une justification presque psychologique de son addiction, comme un mécanisme pour gérer le stress d'un environnement qu'il perçoit comme agressif ou chaotique. Et ses réflexions sur l'éthique, plus générales, sont aussi à noter. Il dit qu'il n'a pas besoin de guide religieux pour comprendre les 10 commandements, ça lui semble juste logique. D'accord. Et là, cette vision un peu désenchantée, mais forte. On vit déjà au paradis, mais l'être humain est trop stupide pour s'en rendre compte. Il pointe l'alcool comme un problème majeur et il exprime son incertitude sur ce qu'il y a après la vie. Tout ça, ça dessine le portrait de quelqu'un avec un code moral, personnel assez défini, mais qui cohabite avec un vrai cynisme face au comportement collectif. Et ce regard critique, il ne vise pas que les voisins ou les fêtards. Il s'étend aussi à la gouvernance locale. Il parle d'une réponse qu'il a reçue du gouvernement, on imagine l'administration locale ou peut-être cantonale, sur un sujet qui le travaille, les retraites des syndics et des politiciens. Un sujet sensible. Oui, la réponse l'a touché à un point sensible. Mais elle ne le satisfait pas du tout. Sa conclusion est directe. Je ne crois pas un mot aux politiciens. Et il compte bien poursuivre ses recherches. C'est une défiance assez nette là. Oui, une défiance claire et cette volonté de ne pas se suffire de réponses qu'il juge superficielles ou peut-être intéressées. C'est le citoyen qui se sent un peu floué, mal informé et qui décide de creuser lui-même. Il va même plus loin, il propose une action concrète. Il dit que si le gouvernement voulait vraiment agir dans l'intérêt des citoyens, eh bien il devrait lancer une enquête sur la situation dans les quartiers de la Rive, mais aussi de la rue de l'Industrie et de Maffroi. Ce serait, selon lui, un véritable acte démocratique. Il interpelle directement les décideurs. C'est une critique de ce qu'il appelle la politique de l'ignorance. Et il fait un parallèle intéressant avec son ancienne vie professionnelle. Pour lui, ne pas répondre à un client, c'était impensable. Et il compare ça à l'inertie qu'il ressente de la part des autorités. Et puis, il aborde cette question d'une potentielle zone de sortie nocturne. Il n'est pas contre sur le principe, mais il pose des conditions claires. Il faut l'accord de la population et il faut prévoir des logements adéquats pour les personnes qui seraient impactées. C'est une demande de démocratie participative, en fait. Exactement. Comment est-ce qu'on prend vraiment en compte la vie et le bien-être des habitants dans les décisions qui touchent leur cadre de vie? Que ce soit l'aménagement urbain ou la gestion de la vie nocturne. C'est une question centrale qu'il soulève. Bon, alors, si on essaye de faire un petit bilan de cette exploration dans ce journal nyonnais, qu'est-ce qu'on retient principalement ? Pour moi, il y a d'abord cette tension constante entre le besoin d'animation d'un quartier vivant, normal, et le droit à la tranquillité des résidents. C'est vraiment le conflit numéro 1 qui ressort, non ? Tout à fait, c'est omniprésent.
Ensuite, il y a tout ce côté observation sociale, les indices de privilège ou d'inégalité, le poids du coût du logement qui est mentionné crûment, la diversité des parcours des gens, leurs différentes attitudes. C'est une mosaïque sociale vue à travers un regard très personnel, et souvent critique, c'est vrai. Et ce regard critique, il vise autant les comportements individuels, le bruit, les déchets après la fête, les petites incivilités, que la réponse ou l'absence de réponse qu'il perçoit des autorités locales. L'auteur lui-même parle d'une chronique douce amère. C'est assez bien trouvé. On sent l'attachement à ce lieu, mais aussi beaucoup de frustration. Absolument. Et c'est en reliant tous ces petits détails, le serveur et sa lampe, la plante du voisin, la carte de crédit par terre, la dame du Nicaragua, les fûts qu'on déplace la nuit, la réponse du gouvernement jugé nul, qu'on obtient une image très vivante et complexe du fameux vivre ensemble en ville. Ce n'est pas juste un concept abstrait, hein. C'est fait de toutes ces micro-interactions, ces frictions, ces négociations constantes sur l'usage de l'espace, sur le respect mutuel. Quelle est la part de responsabilité de chacun? Le résident, le commerçant, le visiteur, la municipalité. Ce journal, il nous oblige un peu à regarder ces dynamiques sans filtre. Une dernière chose qui me marque en refermant ce journal, enfin virtuellement, c'est cette question qui reste un peu en suspens. Face à ce constat répété des nuisances, du manque de respect, de l'inertie qu'il ressent, face à ce cynisme ambiant qu'il exprime, comment on fait pour garder espoir? Ou pour trouver la motivation d'agir? Comment faire pour que sa propre conclusion pessimiste, la chose la plus belle serait de me tromper, puisse justement se réaliser? C'est la grande question, en effet. Comment on passe de l'observation critique, même si elle est juste, à une forme d'action constructive? Ou simplement, comment cultiver un certain optimisme pour son quartier, pour son lieu de vie, malgré tout? Le journal, il ne donne pas la réponse, évidemment, mais il pose la question avec beaucoup d'acuité. D'ailleurs, la toute dernière note du journal, c'est ce hashtag un peu énigmatique, non? Peut-être ironique. Hashtag Vivat Res Publica. Vive la chose publique. Une conclusion qui laisse songeur. Quel sens il lui donne exactement dans ce contexte? Voilà qui donne matière à réflexion.